Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Et bonjour! Bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la gastronomie française, à un plat qui a traversé les siècles et qui, curieusement, pour une fois c'est dans ce sens-là, était un plat de cour, un plat très sophistiqué, et c'est devenu un petit peu l'apanage des familles, le vrai plat de famille qu'on a envie de partager le dimanche soir. Je veux parler du soufflé au fromage. Vous allez voir, c'est pas si simple à réussir. On va vous donner toutes nos astuces. Et puis surtout, on va conjuguer les talents. Moi, mon savoir-faire plutôt ménager, plutôt quotidien. Celui de Thierry, très gastronomique. Et celui de Raphaël Aumont, scientifique. C'est parti. Et oui, c'est parti pour un tour de France bien gonflé, comme les roues de ma Micheline. Et surtout, comme nos soufflés, enfin j'espère. Nous ferons un premier arrêt à Paris pour découvrir la recette du soufflé d'Ève, à base de pommes de terre et très proche de la version originelle. Un petit goût de pignon grillé, ça marche. Qui dit soufflé au fromage dit souvent comté, et c'est dans les montagnes jurassiennes qu'il se cache et s'affine. C'est un fromage qui a déjà perdu au moins 8 ou 9 kilos de matière. Et on a encore une texture extrêmement onctueuse. Nous irons aussi à la rencontre d'Anne, maman de 4 enfants qui prépare un soufflé sucré qu'elle réalise entièrement au micro-ondes. Et quand on fait par exemple de la cuisson micro-ondes à la vapeur, le rendu est vraiment très très moelleux. Pour prendre un grand bol d'air direction les Pyrénées, pour rencontrer Mathieu Belloc, l'un des derniers bergers à fabriquer un fromage de brebis en alpage, qui sera dans ma recette. Nous monterons à 1700 mètres d'altitude. Et là, tu le presses à la main, et s'il tient comme ça, sans casser, c'est que tu as extrait assez de petit lait. Et nous aurons bien sûr un soufflé étoilé grâce à notre chef. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça et de garnir à peu près de façon assez égale. De nombreuses astuces et tours de main à découvrir, mais pour le moment, restons en cuisine, car moi aussi, j'ai 2 idées de recettes à vous souffler. Alors aujourd'hui, on vous propose 2 soufflés, les plus classiques. On va faire un soufflé au fromage et un soufflé au chocolat. Et un soufflé au chocolat inratable, je vous le garantis, surtout un soufflé au chocolat qu'on peut faire à l'avance. Alors, pour faire un soufflé au chocolat, il faut du chocolat. Et il faut un bon chocolat, c'est toujours pareil dans les recettes assez simples comme la mousse ou le soufflé ou même le gâteau. C'est vrai que ce sont les ingrédients de base qui font la différence, donc choisissez un bon chocolat, si possible avec un fort pourcentage de cacao. Et on va le hacher pour ensuite le faire fondre, idéalement au bain-marie, c'est quand même plus sûr. Alors je vous disais que le soufflé était un plat qui au départ était plutôt un plat de cour, un plat de roi, un plat rare, exceptionnel, parce que c'est vrai que sa réussite n'était pas assurée à tous les coups. Et justement, l'histoire de ce soufflé, on revient dessus tout de suite. Et pendant ce temps-là, moi je vais faire fondre mon chocolat. Le soufflé désignait au départ un degré de cuisson du sucre. Après avoir trempé une écumoire dans un sirop et soufflé à travers les trous, les bulles d'air devaient prendre la forme de flocons, tout en légèreté, si bien qu'au 19e, le mot soufflé fut employé pour qualifier une préparation cuite au four qui gonflait comme si on la soufflait. Une création culinaire portée haut la main par Antoine Beauvillier, célèbre restaurateur qui ouvrit le premier véritable restaurant parisien en 1782, permettant ainsi de déguster au même endroit aussi bien des plats de viande, du pain ou encore du vin. Enfin un repas complet, servi dans un décor élégant avec des garçons bien mis. Et c'est là que le restaurateur y proposa quelques années plus tard sa seconde invention, le soufflé. Un soufflé non pas au fromage, comme on le connaît maintenant, mais à la pomme de terre. Une création qu'il mit plus tard, en 1814, dans son livre « L'art de cuisiner ».
Le soufflé s'envole plus facilement encore que la première montgolfière qui date justement de la même époque. Rond, aérien et léger, ce soufflé deviendra un classique, décliné en sucré ou en salé, mais toujours dégusté comme un plat synonyme de progrès. Un progrès pour nos papilles, c'est sûr. Allez, retour en cuisine afin de poursuivre notre version chocolatée. Alors sachez une chose, c'est que si vous voulez mélanger des chocolats à différentes teneurs de cacao, du 55, du 70, voire même du chocolat au lait, ça peut être très bon pour adoucir un petit peu le tout, eh bien ils ne fondent pas à la même température. Plus ils sont riches en cacao, plus ils vont mettre du temps à fondre. Hey, Julie, comment allez-vous? Bah ouais, ça va, je vous attendais. On est dans la pâtisserie là. On est dans la pâtisserie, mais t'inquiète pas, il y aura du fromage aussi. Je nous fais un petit soufflé au comté et au chocolat. Oula. C'est deux Les soufflés deux mélangés, différents. ah ouais, c'est ça. Soufflé, dis donc. Salut Thierry, salut Ça Raphaël. la vie là. Et je vous simplifie pas la vie et en plus, je vais faire un soufflé des familles. C'est-à-dire, alors là, oui, parce que vous les chefs, je vous connais, vous faites ça dans des petits moules individuels, donc ça monte à tous les coups, c'est fastoche. Là, il y a prise de risque. Sauf que là, le soufflé À du vivre dimanche sans soir, risque, on triomphe sans gloire. Oh, c'est mais beau. là, je crois que c'est Corneille, c'est pas moi. Monsieur a mis la barre haut. Alors écoute, j'étais en train d'acheter mon chocolat parce qu'on va commencer par le chocolat pour la simple raison que ce soufflé, cette recette, tu me diras ce que tu en penses, elle a le gros avantage de pouvoir être préparée à l'avance. On peut mettre au frais jusqu'à 24 heures. Alors j'ai un peu regardé et il me semble que tu dois cuire les blancs d'œufs avant. Parce que Alors, tu fais une meringue italienne, c'est ça? Oui, non voilà, si tu veux, je l'ai cuit c'est malin, avec ça, oui. un sirop. Ah bah, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jean-Pierre Vigato, restaurant à Ah ouais, Pissus. grand monsieur de la cuisine. Grand monsieur de la cuisine. Alors en parlant de chef, on va découvrir ta recette tout de suite. Oui. On part dans tes cuisines. Allez, on y va. Place Vendôme, s'il vous plaît. C'est en effet dans les cuisines de son restaurant parisien que Thierry Marx va nous concocter un soufflé à sa façon. Une recette simple, mais qui demande tout de même de la précision dans l'exécution. Dans un premier temps, je vais faire la béchamel. Une béchamel des plus classiques, mélange de beurre fondu, de farine et de lait froid, rapidement tourné afin d'éviter les grumeaux. Jusqu'à ébullition, on va maintenir la rotation. Voilà, ça épaissit, ça fait des bulles, ça cloque comme on dit. Mais je tiens quand même, j'accélère la rotation pour ne pas prendre le risque que ça attache au fond de ma casserole. Il débarrasse immédiatement la béchamel et la laisse refroidir à température ambiante. Deuxième étape, la préparation du moule. Et il a pour nous une astuce de pro. Avant de beurrer mon moule, j'ai préparé pour mettre autour de mon moule cette bande de papier afin de surélever un petit peu mon soufflé. L'idée, c'est que le soufflé dépasse et se stabilise un petit peu. Il beurre son moule avec un beurre pommade et tout est dans le geste. Alors moi, j'ai toujours appris qu'il fallait beurrer dans le sens de la montée. Ça, on verra si ça a du sens ou pas. Petit coup de muscade. Troisième étape, le chef agrémente sa béchamel d'un mélange de Beaufort, de Comté et de pecorino râpé. Puis arrivent les œufs et là encore le chef a un tour de main bien à lui. Il y en a qui dans le soufflé ajoutent les jaunes d'œufs. Moi, je garde les jaunes d'œufs pour dorer mon soufflé, mais dans mon mélange, je mets des blancs d'œufs. Ce qui permet de relisser et de détendre l'appareil. Quatrième étape de notre soufflé étoilé, les blancs montés assez fermement sont incorporés en 2 temps. Je vais faire un premier mélange au fouet. Pas trop brutalement, mais quand même. Et maintenant, je vais ajouter le reste de mes blancs d'œufs. Et là encore, tout est dans le tour de main. Mon petit geste qui va bien. Gauche sur droite, droite sur gauche, pour faire mon mélange. On voit, ça ne s'écroule pas. Et voilà. Maintenant, on va mettre en poche et on va garnir notre soufflet. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça et de garnir à peu près de façon assez égale. Un geste de professionnel qui, à la maison, peut très bien se réaliser à la cuillère. 5e étape de notre recette, la cuisson. Thierry Marx recouvre le moule d'une feuille de papier sulfurisé et le passe 25 minutes au four, un four vapeur. Ce n'est pas four vapeur, une casserole d'eau bouillante dans votre four. 6e et dernière étape, le soufflé est doré avec les jaunes d'œufs conservés et passé 2 minutes à la salamandre. Ceci est ma version du soufflé au fromage. Et voilà, un soufflé 2 étoiles bien monté. Pas mal, mais moi j'aimerais bien comprendre pourquoi tu les cuis dans un four vapeur. Qu'apporte la vapeur plutôt qu'un four traditionnel? Ça monte aussi?
Oui, ça monte aussi, mais je trouvais que ça gardait un peu de moelleux, de texture, la texture du Humidité, soufflé, forcément. voilà. On le goûte, ce soufflé? Ah, avec plaisir. Ah, le soufflé de Thierry Marx, s'il vous plaît. Voilà. Alors, tiens. Alors, est-ce qu'on a des... Ah bah oui, Mais on a carrément, tout, ouais. On a tout. Ils sont Magnifiques, beaux. ils sont Un beaux. soufflé au blanc d'œuf. Ah oui, dis donc, il est parfait en cuisson. Hein. Mais Thierry, j'ai pas goûté, ça va être sublime. Mais moi, mon soufflé ressemble pas à ça du tout. Moi, il est un peu coulant, tu vois. C'est quoi un soufflé finalement? Bah, c'est quelque chose qui se tient, qui est assez aéré, et en même temps qui préserve du goût. Alors c'est vrai que c'est très léger, c'est plus pris que ce que j'ai l'habitude de goûter, mais c'est très agréable parce que on a quelque chose qui est comme un nuage dans la bouche. Mais ça, c'est la cuisson vapeur qui va te la rendre homogène, je pense. C'est exquis. Il nous attend notre chocolat. Bon, bah, moi, j'ai terminé Allez, on ça. file. Voilà. Finalement, toi, tu gardes les assiettes moi, à chaque j'ai fois. le bon rôle, moi. T'as la bonne place. Raphaël peut finir son plat, mais pas le temps de souffler pour Thierry et moi, car le chocolat doit avoir fondu. Alors Thierry, moi j'aime bien faire fondre mon chocolat au bain-marie. J'ai investi dans cet ustensile que je trouve assez formidable. J'adore. Et on a un chocolat qui, à tous les coups, est parfait. Qui est à bonne température, toujours. On va le laisser tiédir, Ouais. d'ailleurs, parce qu'il ne faut surtout pas l'intégrer à chaud. Ce qui nous permet de passer à une petite étape, néanmoins indispensable, la préparation des moules avec du beurre et du sucre. Moi, je t'ai vu dans ta cuisine beurrer tes moules Oui. du bas vers le haut. Moi aussi, on m'avait appris comme ça. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas une sorte de légende? Très, très honnêtement, je pense que c'est une légende. Et c'est une jolie histoire de faire monter comme ça, mais je crois que comme le beurre fond vers 40-45 degrés, dès que tu enfournes, tout va fondre de façon très homogène et c'est pas ça qui va te faire monter. Ça change rien. Ça change rien. Écoute, Bah, non, mais c'est moi, pas grave. j'aime bien que de temps en temps, tu mettes un peu ton grain de sel. Alors, ça, je te propose qu'on le mette au frais. Oui. Parce que comme ça, a priori, Raphaël, si on met le beurre et le sucre au frais, Par contre, là, c'est bien parce ça qu'il va va être vraiment bien. chemiser les moules. Voilà, comme on c'est dit. ça. Ah oui, on me cache des choses, on me cache des frigos et tout. Alors, à partir de là, dans cette recette, le principe est donc de stabiliser la préparation de façon à pouvoir tout préparer, mettre dans les moules et laisser au frais jusqu'à 24 heures. C'est assez magique quand même. Tu le mets à Super. cuire au dernier moment. Sauf que pour ça, il faut cuire les blancs d'œufs pour justement qu'ils ne s'affaissent pas avec un sirop. C'est ce qu'on appelle... Meringue italienne. Alors là, j'ai donc fait un sirop, de l'eau, du sucre, des proportions que vous retrouverez sur le site, évidemment, des carnets. Donc, on va mener cette cuisson avec un thermomètre. Car le sirop doit chauffer très précisément à 120 degrés. Je prépare également 4 blancs d'œufs pour les monter. Alors Thierry, on commence à fouetter à quel moment, finalement? À l'ébullition. On Dès que ça bout. oui. Quand l'ébullition démarre, hop, là je vois j'ai une ébullition qui démarre, je mets à détendre un petit peu, voilà, tout doux, ça les détend, voilà. Oui, parce que, sachant qu'il faut avoir une température très précise à 1 degré près, Oui. il faut que les œufs soient montés au bon moment. Exactement. Sinon, ça va surcuire. Et ça va surcuire, et si les blancs d'œufs sont trop montés, ils sont grainés, ça fait pas, c'est pas fait pour ça. Les blancs montent lentement mais sûrement, tout comme la température du sirop. Alors là on est à 115 et on peut accélérer nos blancs d'œufs. On y va. Il faut le mettre à grande vitesse. Moyenne, comme ça, c'est bien. C'est bien. Au moins, même si Alors on va faire refroidir. Notre meringue italienne est prête. refroidir ça, on continue à tourner Ah oui, ça, c'est important. uniquement pour que ça refroidisse. C'est très important. Bon, exactement. pourquoi Le blanc d'œuf, ça cuit vers 62 degrés. Donc là, tu as monté un sirop à 120. Donc il faut vraiment que toute la température soit bien homogène. Alors pendant ce temps-là, que penses-tu? Est-ce que je mélange dès maintenant mes jaunes d'œufs à mon chocolat ou est-ce que j'intègre d'abord les blancs? Alors, la formule consacrée voudrait qu'on mette les jaunes dans le chocolat et ensuite Les blancs. qu'on incorpore les blancs. Moi, personnellement, je fais pas comme ça. Je prends mes jaunes, je les mets Ah, dans le... dans mes... Comme ça, je suis sûr. Ah, génial. Et Ça va pas retomber non plus, là. eh non, non. On y va, hein On y va. Alors là, tu me blufes. J'avoue que j'aurais pas fait comme ça. Alors, On apprend tous les jours. Une fois que les blancs et les jaunes sont bien mélangés, je verse dans un cul de poule les 440 grammes de chocolat fondu et j'intègre par-dessus les blancs bien fouettés. Alors, hop. Et il est magnifique ce mélange, hein, ces blancs-là. Bien ils sont brillant, on voit bien que ça a cuit et tout. incroyables. Ouais, belle meringue. Enfin, et blanc voilà, et je fais un jaune. premier mélange un petit peu en y allant énergiquement. Détendre le chocolat. Finalement, on n'est pas loin du principe du sabayon, hein. Exactement, oui, on n'est pas loin non plus de l'appareil à biscuits, on n'est pas loin de tout ça. La mousse Mais en au même temps, chocolat aussi. La mousse au chocolat, c'est oui. sûr. Parce que si on oubliait ça au réfrigérateur, dans le doute, C'est ça. sur ça un cuit, malentendu, mais- oui, y a pas de... Alors maintenant, on va mettre cette préparation magique dans nos moules.
Alors, faut-il le remplir complètement aux 2/3 Ouais, moi, les 2/3, ça me va très bien. Les 2/3, d'accord. Alors, on pourrait évidemment les mettre à cuire tout de suite. Ouais. Mais l'intérêt de ce soufflé, c'est qu'on peut les mettre au frais. Ouais. Et jusqu'à, moi j'ai calculé à peu près 24 heures. Là, on va simplement le mettre quelques heures, le temps de s'occuper du fromage. Et tout ça, ça part au réfrigérateur. On a le dessert, on va pouvoir s'attaquer au plat de résistance, le fameux soufflé au fromage. Et vous allez voir qu'il y a plus d'une façon de le faire. Alors, pour notre premier voyage en territoire de soufflé, je te propose d'aller rendre visite à Ève. Ève, elle s'y connaît, elle est styliste culinaire. Et elle nous propose un soufflé sans béchamel à partir de purée de pommes de terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ma connaissance, Beauvilliers, justement, qui était un des inventeurs du soufflé, n'utilisait pas de béchamel au 18e et la faisait à base de pommes de terre. Donc finalement, en voulant innover, on revient à la source. Ouais. Nous restons à Paris cette fois-ci pour rencontrer une personne qui a la cuisine dans la peau. Son nom est Ève Tribouillet-Rosenweg et cette cuisinière autodidacte a fait de sa passion son métier. Elle s'amuse depuis plusieurs années à designer et sublimer les produits comme les plats. De quoi donner envie de goûter sa recette très personnelle du soufflé. Tout commence par une virée au marché. Bonjour madame. Où Ève a pour habitude d'acheter ses produits indispensables et de choix. Il a quel âge votre parmesan? 18 mois. Super. Est-ce qu'il serait possible d'en goûter un petit échantillon? Oui, il est bien fruité, il est pas très sec. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Direction la maison où Ève passe directement en cuisine. Avant de se lancer dans la recette, elle prépare ses moules et notre designer culinaire ne pouvait que nous étonner. Pour une version de ce soufflé en apéritif, ce qui est sympa, c'est de pouvoir le servir cuit directement dans la coquille d'œuf. Il faut utiliser un toqueur à œuf. Ça nous permet de décapiter l'œuf. On l'installe et hop, on lâche avec un petit coup sec. Voilà, donc ça permet d'obtenir une bordure vraiment nette. Une fois rincée et la fine opercule blanche intérieure retirée, Ève les beurre. Elle fait de même avec ses ramequins car elle a décidé de réaliser des portions individuelles. C'est ce qui va permettre aussi de fluidifier la montée du soufflé. En fait, on lui offre une petite patinoire, un toboggan à souffler. Sauf que là, on espère aller dans le sens de la montée et pas de la descente, évidemment. Elle les réserve au frais et s'occupe ensuite de sa cuisson. Je vais préchauffer en chaleur tournante avec un coup de grill, ce qui permettra de croûter tout à l'heure le dessus du soufflé au moment où il va rentrer dans le four. Et dès qu'il sera rentré dans le four, on enlèvera la fonction grill, ce qui lui permettra de cuire à une chaleur normale sans avoir un feu trop vif sur le dessus. Ève peut s'atteler enfin à la confection du soufflé. Elle commence par râper grossièrement 50 g de parmesan plutôt jeune. L'âge du parmesan a une incidence dans la mesure où plus il est jeune, plus il est tendre. En termes de goût, évidemment, sa saveur est plus fine et plus délicate quand il est jeune, un peu plus corsé et plus salé quand il est plus âgé. Aujourd'hui, le parmesan est à l'honneur, mais comme nous l'avons vu avec le chef, la liberté est totale. J'aime beaucoup avec du Münster. C'est une recette qui a beaucoup de caractère, mais le Münster et la pomme de terre, ça marche, le reblochon aussi. Elle passe maintenant à la composition principale de son soufflé, et là, elle fait encore preuve de créativité, car point de béchamel, mais une purée. L'idée de la pomme de terre, elle est plutôt intéressante, je pense, parce qu'elle permet de remplacer la béchamel ou le roux qu'on utilise généralement dans les soufflés salés, parce qu'elle offre les mêmes fonctions de liant, de douceur. Elle écrase les pommes de terre, des binges, riches en amidon, et y ajoute du beurre, de la crème fraîche épaisse, du poivre et personnalise le tout avec une cuillère d'huile de pignon. C'est vraiment le goût pignon de pain qui correspond à ce qu'on aime tant dans les salades et qui complète bien la saveur de la pomme de terre. Donc là, vous voyez, on a une belle pâte bien souple. Elle y incorpore 5 jaunes d'œufs et le fromage. Et une partie du parmesan. Attention, on en garde un peu pour faire croûter sur le dessus. C'est le moment de monter les blancs en neige, une étape capitale de la recette qui fait débat. Il y a eu longtemps 2 écoles sur le très ferme, pas très ferme. En fait, ça donne 2 soufflés qui sont très différents.
Le soufflé très ferme a tendance à mieux monter mais légèrement sécher. Le soufflé un peu plus souple reste quand même plus moelleux au cœur, mais il est moins spectaculaire. Elle va opter pour la version bien ferme et spectaculaire. Elle les intègre délicatement et en 2 temps à la purée. Faut pas avoir peur de les écraser un peu. Même si c'est pas à 100% homogène, c'est pas grave. Cela n'empêchera pas l'appareil de monter, parole de spécialiste. C'est aussi le moment où on va rajouter les pignons. Comme le parmesan, on en mettra un petit peu sur le dessus, mais on va en mettre aussi à l'intérieur. Ils apportent un croquant, ils apportent un grillé sur le dessus et un aspect quand même très gourmand. Les moules sont remplis, mais attention, aux 2 tiers seulement. Parce qu'il faut laisser de la place à ce soufflé pour monter. Avec quelques copeaux de parmesan et des pignons en touche finale avant le passage au four. Et Ève a la même bonne idée que Thierry Marx. Le petit détail qui fait toute la différence, c'est le ramequin d'eau dans le fond qui va maintenir l'humidité ambiante dans le four. C'est parti pour déjà 10 minutes à 190 et ensuite on baissera un petit peu pour 10 minutes encore. À 170 degrés. Et la magie opère. Là, ça sent super bon. Et à l'intérieur, le résultat aussi est bluffant. Le petit goût de pignon grillé, ça marche. On était en train de dire avec les garçons que finalement c'est le soufflé originel, ce soufflé à la purée de pommes de terre, pulpe de pommes de terre. Et oui, c'est une bonne idée parce qu'en fait, il y a très peu d'eau finalement dans la recette qui est utilisée. C'est vrai. Alors l'eau, il en faut parce que c'est ça qui va faire gonfler. Et ça va être mon expérience. J'ai mis un peu d'eau. Et puis on va mettre ça sur une plaque très chaude et un ballon d'anniversaire. Parce qu'en fait, dans notre recette, il y a du blanc d'œuf, de la béchamel et il y a beaucoup d'eau. Oui. On se rend pas bien compte, sûr. mais il y a énormément d'eau dans le lait Dans le lait, la et dans béchamel. un œuf aussi. C'est-à-dire que oui. dans ce blanc d'œuf, tu vois, à peu près 35-40 grammes, tu as 90% d'eau. Ah bon? Ouais. Et puis 10% de protéines. Ces protéines pures, si on sèche ce blanc d'œuf, Ça, on obtient du blanc d'œuf en C'est poudre. du blanc d'œuf en poudre que C'est tu ça. utilises Moi, j'en éventuellement utilise, oui. pour Et- doper ton soufflé. Oui. 1 gramme d'eau, quand vous la chauffez, comme ici, ça passe à l'état vapeur. 1 gramme devient 1 litre de vapeur. Incroyable. Tu vois, bah alors, donc toi, tu enfournes et tac, ça gonfle. Parce qu'on croit souvent que c'est l'air qui se dilate. Alors que pas du tout, c'est l'eau qui passe à l'état vapeur. Donc c'est la vapeur. d'eau, Voilà. Et quand d'accord. tu sors Incroyable. ton soufflé du four, voilà, et ben, l'eau va se recondenser et ça Et ça va redégonfle. retomber comme un soufflé. Et ça va retomber comme un soufflé. Ah, Alors, je comprends. qu'est-ce qu'il va falloir faire en cuisine? Bah, ça va être trouver des astuces. De l'amidon, du blanc d'œuf qui cuit, pour que ça piège ces bulles de vapeur, que ça souffle, mais que ça tienne. Ce qu'on en apprend dans cette émission, c'est génial. On retourne à nos fourneaux, Allez, on y va. fort de Allez. ce savoir et de ce Il n'y a plus qu'à savoir-faire. mettre en pratique maintenant. Alors, on va passer au fromage. Moi, j'ai choisi un moule qui fait à peu près, je crois, 18-19 cm de diamètre. On va le beurrer de la même façon. Hein, Oui, on va rester par sur en haut, nos... par en bas, on a compris que ça... Voilà. L'important, c'est de mettre quand même beaucoup de beurre. Oui, alors justement, Bien vous beurrer pouvez les peut-être parois. beurrer une fois, mettre au réfrigérateur, comme ça prend, et rebeurrer à nouveau. Pas bête, j'avais pas pensé. Vous augmentez la quantité de Double matière grasse. beurrage. comme ça. Ouais. Histoire d'en prendre 2 fois plus sur les fesses. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper de la béchamel, si tu veux bien. Pour réussir le soufflé, je fais une béchamel assez dense, pas trop souple, parce qu'en fait, il n'y a pas une béchamel, hein, ça dépend des usages. Et là, je trouve que ça monte mieux quand elle se tient un peu, parce que comme tu dis, les blancs c'est d'œufs, ça. c'est beaucoup d'eau. Voilà, t'enlèves un peu d'eau, justement, faisant une béchamel plus Exactement. ferme. Ton amidon va bien tenir, là, ça va être parfait. Donc moi, je mets 80 g de beurre, 80 g de farine et 1 litre de lait. Alors, Thierry, pas besoin de faire un beurre noisette. Non, on m'a non, expliqué. surtout En revanche, une fois qu'on a rajouté la farine, on va cuire un peu notre roux. Moi, j'aime bien l'odeur de la cuisson du roux. On laisse cuire et à un moment donné, on a cette impression d'odeur de pâtisserie. Et là, en général, je suis sur mon appoint de cuisson et je vais pouvoir ajouter mon lait. Et dis-moi, Raphaël, pourquoi cuire la farine? Qu'est-ce que ça apporte à la préparation? Bah, comme le dit Thierry, ça va donner des saveurs finalement, parce que matière grasse, plus les protéines qui dans la farine, plus l'amidon, tout ça, ça va commencer à bien colorer, donner des C'est saveurs, uniquement une donc c'est question de intéressant. saveur, hein, c'est pas une Oui. question de texture. Et après de digestion aussi quand même, parce Ah, qu'il va falloir parce que la farine la rendre crue, un peu plus digeste. oui. le four De toute ne façon, suffirait les pas à la béchamels, il cuire. faut bien les cuire. Hein. Souvent, c'est pas parce Ah, que ça d'accord. bouillit qu'il faut arrêter. Moi, je la cuis 2-3 minutes en général sur le feu Oui, comme je ça. pense, Ça te ouais, va? oui. minimum. C'est très très bien. Et une béchamel, ce qui peut paraître facile à faire, il ne faut pas le lâcher. Ah oui, oui. Du début jusqu'à la fin, on ne lâche pas le...
Thierry suit les conseils de Raphaël et beurre le moule une seconde fois. Quant à moi, je verse 1 litre de lait froid dans le roux bien chaud. Voilà, faut pas lâcher, faut y aller, vraiment tout mettre. D'accord, tout mettre d'un coup. Voilà, non. Et là, par contre, on va rapidement chercher pour délayer avant la remontée en température pour pas avoir de grumeaux. Il faut vraiment bien y aller, bien mélanger. Oui, mais je veux pas t'éclabousser. Pour la bonne cause. Attends, je vais mettre la farine. D'accord. Qu'est-ce que tu penses, là? Il faut goûter. Faut plus que c'est le goût de farine. Ah, d'accord. Et ça, on peut le voir... Alors, là, ça va. Là, elle est cuite. Elle est cuite. Ouais, elle n'a plus le goût de farine. D'accord. C'est important parce que ce goût de farine resterait dans le soufflet. Ça va pas cuire pour autant. Et ça cuira pas. Donc il faut vraiment. Là, elle est parfaite. Bonne, hein? Bon, maintenant, on va rajouter le comté. Tiens, en parlant de comté, nous, on est allé le chercher au Fort des Rousses. C'est un endroit étonnant. C'est le 2e plus grand fort de France. Et aujourd'hui, c'est un homme qui a fait son service militaire là-bas, d'ailleurs, qui était fils et petit-fils de fromager, qui a décidé de le racheter pour affiner le fleuron des fromages de la région, le comté. Le comté. C'est dans les montagnes du Haut-Jura que se fait le plus populaire des fromages français. Il repose dans l'une des plus grandes caves d'Europe. Perché à 1150 mètres d'altitude, 2e plus grand bâtiment militaire français construit en 1840 par Napoléon Bonaparte pour protéger la frontière franco-suisse, le Fort des Rousses s'étale sur 21 hectares. Jean-Charles Arnaud, directeur de Juraflore et créateur de la cave, est certainement aujourd'hui le plus grand défenseur de ce monument national. Cette forteresse a été construite pour 3500 hommes, 2000 chevaux, 70 ans de construction ont été nécessaires pour élaborer ce lieu assez incroyable, qui a terminé sa carrière militaire par un centre d'entraînement commando. Et c'est à cette époque où, personnellement, je suis rentré dans la vie du fort comme instructeur escalade-franchissement. Un lieu très spécial où Jean-Charles Arnaud a reçu et entraîné dans le plus grand secret des hommes du GIGN, de la DGSE ou encore des nageurs de combat. À force d'arpenter les galeries durant ses heures de garde, il décide en 1995 de le racheter et de le convertir une nouvelle fois. Grâce à notre militaire fromager, le fort est aujourd'hui complètement pacifié. Quand vous circulez dans ces voûtes de pierre et que vous êtes d'une famille fromagère comme la mienne, mon grand-père était fromager, voilà, mon père aussi, vous vous dites, mais ça ferait une cave fantastique. Une cave fantastique qu'il dédie tout naturellement au fromage de la région, le comté. Oh, magnifique texture. C'est un fromage très simple, sans colorant, sans conservateur, sans additifs, qui suit une recette millénaire et qui reste un produit au plus près de la nature. Un fromage qui doit son goût si particulier au lait de la région, un lait différent selon la saison et le fourrage dont se nourrissent les vaches du Jura. Et du coup, il n'y a pas deux fromages qui soient vraiment identiques. Mais c'est aussi pour ça, je pense, qu'un fromage d'appellation d'origine est intéressant. C'est d'ailleurs le premier fromage ayant reçu l'appellation d'origine contrôlée en 1952, une appellation obtenue grâce à son mode de fabrication bien précis. Vous voyez, un son beaucoup plus clair. Ça, c'est une pâte qui n'est pas encore complètement transformée. Plus mat, ça respire plus l'équilibre, l'onctuosité. Alors voilà, très bien. Un fromage, c'est au moins une centaine de soins par an. Retourner, saler et frotter. Le sel ne sert qu'à entretenir la surface, mais c'est le fromage le moins salé qui soit. Et il passe au minimum dans une année dans 4 caves différentes avec des climats radicalement différents. On commence à 12 degrés, 2 soins par semaine, donc il faut retourner ces fromages. Là, vous voyez le retournement manuel. Heureusement, nous avons des machines pour le faire avec la quantité de fromage que nous avons.
Ensuite, on va déménager tous les fromages, on va les emmener dans une cave chaude en fermentation pour lancer la vie. Les fromages s'affineront ainsi avec le temps nécessaire à leur maturation. Affiner, c'est rendre fin la texture et le goût, et ça se fait avec le temps, avec le travail des hommes, avec aussi toutes ces microflores qui se développent dans l'ambiance des caves. Ici, une cave d'exception qui se distingue par son histoire. Toute la négociation secrète des accords signés à Évian, mais la fin de la guerre d'Algérie, s'est passée en toute discrétion, donc dans l'enceinte très fermée, très secrète donc, du Fort des Rousses. Et qui se démarque par l'originalité de sa structure. La chance du Fort des Rousses, c'est d'avoir des kilomètres de salles voûtées en pierre. L'air chaud remonte effectivement ainsi et redescend par pression différentielle sur le bord de voûte. Donc c'est un mouvement naturel absolument lent, extrêmement lent, mais permanent. La pierre est parfaite, l'hygrométrie est très très bonne, et pourtant il n'y a pas une goutte d'eau sur la pierre, il n'y a pas une moisissure sur la pierre. C'est vraiment un matériau de rêve, quoi. 50 000 mètres carrés de salles voûtées où, grâce à l'architecture particulière, 100 000 meules de comté se développent et révèlent leur caractère. Alors on a un fromage donc, de plus de 2 ans, vous voyez sa croûte très rustique. C'est un fromage qui a déjà perdu au moins 8 kg, 8 ou 9 kg de matière, même probablement plus que ça. Et on a encore une texture extrêmement onctueuse. Ça, c'est la magie de la pierre, de la voûte de pierre. Vous voyez, celui-ci, je le mets dans ma réserve personnelle. Crac. C'est avant tout la montagne jurassienne, composée d'une roche calcaire sur laquelle repose le bâtiment, qui permet cette hygrométrie constante et parfaite. Le régulateur principal, il est là, en humidité et en température. Voilà. Et ce sont des dizaines et des dizaines de millions de mètres cubes de pierre qui régissent finalement donc le climat. Et que ça soit plein été ou plein hiver, il ne change pas. Le site compte encore des kilomètres inexplorés. Jean-Charles Arnaud, aussi passionné par ses fromages que par le fort, ne cesse de l'agrandir et de l'aménager. Le comté jurassien patrimoine national est aujourd'hui entre de bonnes mains. Vous n'avez pas fait votre service militaire dans la section fromage, les garçons, vous? Non. Quoique. Alors c'est étonnant cette histoire quand même. C'est formidable. Et ce qui est intéressant dans le commentaire de ce monsieur, c'est qu'il explique un peu l'observation de nos aînés pour concevoir ces voûtes, avec beaucoup d'utilisation de la chaleur, de l'humidité. Il y a plein de paramètres magnifiques en fait. Un petit comté, monsieur? Ah, volontiers. 8 mois. Ah, 8 mois. 8 mois. Alors, c'est un bébé. C'est un bébé, mais Bébé. Merci. on n'a pas voulu utiliser un fromage trop fort non plus pour pas qu'il soit dominant. Alors moi j'ai fait plusieurs essais avec des affinages différents. Je suis allé jusqu'à 36 mois, je crois. Ah oui, quand même. Et ça n'a pas donné grand-chose. À 36 mois, j'avais des cristaux de sel qui étaient revenus. Et dans mon soufflet, c'était un peu raté. De mettre un fromage d'abord très cher et qui finalement n'est meilleur que quand on le mange comme ça, tel quel, dans une préparation diluée avec de la béchamel, des œufs, etc. En plus du comté, j'ai choisi un brebis venu tout droit des Pyrénées. Est-ce que vous voulez goûter un peu de ce brebis d'estive? Ah oui. Bien sûr, triste. Ouais, tiens. Merci. Allez, je vais m'en prendre un petit coup aussi. Là, on a l'impression d'être à 1200 mètres comme eux. Il y a un côté pastoral dans ce fromage qui est assez magique. Tiens, si vous regardez tout de suite le petit voyage que j'ai fait là-bas. Je vais vous emmener dans un endroit incroyablement beau. Bienvenue dans le paradis montagneux où l'un des maîtres des lieux s'appelle Mathieu Belloc. On va démarrer depuis la montagne verte avec les brebis et on va rejoindre le col Lobisque, la cabane de Gadots où on va passer tout l'été. Allez, c'est parti. Berger depuis toujours, Mathieu élève ses brebis dans la vallée. Mais quand arrive l'été, il part en estive pendant 4 mois avec ses bêtes et sa famille. Direction les pâturages d'altitude sur les flancs du col d'Aubisque, sur la commune de Béost. Sur place, il va fabriquer son fameux fromage pur brebis d'estive. Voilà, donc il faut direction tout droit vers le soleil qui se lève. Ensemble, nous allons vivre une expérience unique, la montée en transhumance des 300 brebis laitières de race basco-béarnaise à plus de 1700 mètres d'altitude. Alors la transhumance, c'est une pratique ancestrale dans les vallées pyrénéennes et même dans les Alpes, où on quitte l'exploitation pour libérer les terres pour faire les foins. Alors c'est vrai qu'on a cette fierté de perpétuer cette tradition. On entretient aussi les montagnes, parce qu'il faut savoir que
s'il n'y avait pas le bétail et les bergers et les éleveurs pour entretenir les montagnes, mais ça se salirait. Il y aurait des problèmes de feu de montagne et le paysage ne serait pas non plus aussi attrayant pour les randonneurs. Mais avant de retrouver la maison de vacances, il faut marcher pendant plus de 2 heures sans perdre une seule bête. Une attention de tous les instants, même si Mathieu peut compter sur ses 3 chiens, indispensables pour ce voyage. C'est un moment quand même de stress, la transhumance, parce qu'il faut arriver au bout avec tout le monde. Allez, encore une petite heure de marche et après on va continuer à la traite. Ah bah attends, là j'ai par contre un souci. Un peu plus bas, 3 brebis refusent d'avancer et menacent de faire demi-tour. Mathieu est obligé de redescendre pour les ramener avec l'aide de Jojo. Après des dizaines d'années d'expérience, tout rentre vite dans l'ordre. Et oh, ça va pas non? Alors tu vois, ça y est, elles se sont retrouvées maintenant. Elles se rappellent du chemin. À part quelques petites jeunes où c'est la première année. Les brebis arrivent enfin sur leur nouveau pâturage. Quant à Mathieu et sa famille, c'est dans cette cabane qu'ils vont séjourner durant 4 mois. Alors voilà Julie, notre cabane où nous allons passer tout l'été en famille, avec une chambre pour Karine et les enfants qui vont arriver demain. 6 heures du matin, après une courte nuit de sommeil, il faut traire les 600 bêtes. Et oui, 600, les 300 de Mathieu et les 300 qu'il prend en gardiennage. Mathieu et sa femme Karine effectuent la traite 2 fois par jour, un travail de titan, 1200 traites dans la journée. Cette traite, l'hiver, se fait à la machine dans les bâtiments. Et ici, en estive, elle se fait à la main. Et avec le lait qu'on va récolter, on va fabriquer le fromage. Le lait de pâturage va apporter un goût plus frais et plus fruité au fromage d'estive. Et pour le fabriquer, le couple reproduit une recette ancestrale que Mathieu tient de ses grands-parents. Dans cette cuve, Karine fait chauffer le lait avec de la présure, un coagulant naturel essentiel à la fabrication du fromage, avant de passer à la 2e étape. Maintenant, je vais le décailler. Voilà. Là, tu peux regarder. Tu vois, ça fait comme un gros yaourt, si tu veux. Et ce gros yaourt, je vais en faire des morceaux. C'est un moment que l'on partage en famille. C'est pas rare que les enfants viennent nous aider. C'est ce qui fait un fromage unique. À la main, ils vont brasser au maximum pour extraire le petit lait restant et ne garder que du fromage. Quelques minutes plus tard, voilà le résultat. Le petit lait, il coule, mais il reste dans la main, le fromage. Et là, tu le presses à la main, et s'il tient comme ça, sans casser, c'est que tu as extrait assez de petit lait. Voilà, c'est le fromage, tu vois. Cette pâte va être moulée puis laissée 48 heures dans la saumure, à savoir de l'eau salée, avant de sécher sur des planches. Donc là, sur le fromage, tu vois qu'on a fait. Donc il y a toujours le B, c'est notre nom, Bailoc. La date, donc là, voilà. Et en plus, on rajoute de l'autre face, ça c'est la marque d'Estive. Il faudra attendre 4 mois pour les commercialiser. Chaque jour, Mathieu et Karine fabriquent entre 6 et 8 fromages, soit plus de 5 tonnes de fromage en 4 mois. Plus qu'un travail, c'est une véritable passion que nos 2 bergers fromagers espèrent bien transmettre à leurs enfants. Bravo à eux, parce que sans eux, on n'a plus ces produits qui sont vraiment le reflet d'une nature très préservée. Ouais. Ils sont sains, ils sont magnifiques. Et ils ont l'air heureux. Et ils ont l'air heureux, c'est formidable. Et le fromage est exceptionnel. Bon, je vais me remettre aux antidépresseurs. Bon. Allez, on y va. Nous avons râpé les fromages, j'ai préparé la béchamel à laquelle j'ai d'ailleurs ajouté 4 jaunes d'œufs. Il est temps de s'occuper des blancs que nous allons fouetter comme pour la recette sucrée, assez fermement. Est-ce que j'intègre mon fromage à mon mélange maintenant? Maintenant, on peut y aller. Maintenant. Et voilà. J'ai gardé une poignée de ce mélange de fromage
pour le mettre sur le dessus pour gratiner comme tu l'as fait. Je mélange en 2 temps et une fois l'appareil relativement homogène, je le verse dans le moule qui, sur les bons conseils de Raphaël, a été placé au frais. Alors, est-ce qu'on va avoir suffisamment de préparation pour que ça monte et que ça dépasse la surface du moule? Que ça monte, oui. Que ça dépasse, non. Moi, je pense qu'il faut... Il en faudrait plus. Il en faudrait plus, il faut être aux 2 tiers. Et là, on n'est pas aux 2 tiers. Et on n'est pas aux 2 tiers. Et puis moi, je voulais garder 3 cuillères à soupe pour te faire la petite expérience, pour te montrer pourquoi ça gonfle en fait. Non, je ne peux pas t'en donner, je n'en ai pas assez. Tu veux vraiment 3 cuillères à soupe, là? 2. Une. Allez, une. Non, parce que là, déjà, on est sur le fil. Ça te va, là, comme ça? Ouais, très bien. Allez, hop. Allez, on part en cuisson, 185 degrés, et on regardera un petit peu. Et four impérativement préchauffé. Allez, préchauffé et ventilé. Oui. Je n'oublie pas de parsemer la préparation de copeaux de fromage pour gratiner le soufflé avant de rejoindre Raphaël pour quelques explications. Je vais vous montrer en fait ce qui se passe en version accélérée dans le four. L'idée, comme on veut faire passer l'eau à l'état vapeur, il va falloir chauffer et faire vaporiser, donc être au moins à 100 degrés. Ça, il faut aller vite. Alors, moi, j'y vais direct comme ça. Plaque très basse. Et puis dessus, il y a un petit coup de chalumeau. La chaleur, elle arrive sur le dessus uniquement pour faire cloquer. Comme ça fait un chapeau. Et puis maintenant, par en dessous, four à fond. Et normalement, ça va maintenir toutes ces bulles de gaz qui veulent s'échapper. Donc, il est important de poser son soufflet sur la plaque de cuisson plutôt que sur la grille, par exemple. Ah oui. Même, on met directement, à mon avis, sur la plaque tout en bas. Avec mes 2 cuillères, tu vois, ça a déjà doublé de volume. Et ça pousse par en bas. Et là, maintenant, ça y est, ça commence à vraiment chauffer, tu vois. La vapeur commence à... Voilà. Mais à la limite, maintenant, il faudrait garder, tu vois, tu utilises un petit, je sais pas, un petit contenant. Tu savais ça, toi, Thierry? Comme ça. J'ai fait Tu vois, tu fais comme ça, par exemple, maintenant. Et là, maintenant, tu vas continuer à cuire comme ça. Tiens, regarde. Ouais, ça continue. Ah oui, incroyable. Donc on pourrait prendre chez soi, à la limite, pour tester, ça pourrait être rigolo, une plaque, une poêle, et puis on pourrait faire des soufflets à la poêle. Alors, comme on peut faire au micro-ondes. Bien sûr, justement, on a rencontré quelqu'un qui cuit son soufflé c'est une très bonne astuce. On va voir, ça marche. Cette recette m'emmène dans les Yvelines, à Vélizy plus précisément, où Anne, maman de 4 enfants, a découvert l'art de cuisiner avec son micro-ondes. On est 6, donc il faut cuisiner au quotidien. J'ai trouvé que c'était un bon moyen en fait, de faire des bons petits plats. C'est vrai que je cuisine toujours au four pour certaines recettes, mais je privilégie la cuisine au micro-ondes pour le quotidien. Alors j'aime beaucoup faire le tagine, le poulet à la taille, l'île flottante aussi au micro-ondes qui est vraiment très très bluffante. Et puis le risotto, je fais aussi de la blanquette de veau quand je fais des plats plus familiaux pour le dimanche. Et le rendu est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, elle nous livre sa recette du soufflé express à l'orange et au chocolat, où elle n'utilise que son four. Je mets mes carrés de chocolat. Alors c'est très important de les mettre en carré pour un bon résultat au niveau de la fonte du chocolat. Je vais rajouter tout de suite 30 ml de crème liquide et ensuite on va mettre 2 minutes 30 à 360 watts, ça c'est très important. Car la puissance de chauffe très faible va déterminer la bonne cuisson et la bonne tenue des produits. Si on met trop fort, après le chocolat va se durcir et on ne pourra pas le mélanger et avoir une préparation homogène. Je mélange le chocolat avec la crème. C'est bon. Elle dispose sa crème au chocolat dans les ramequins individuels et passe à la préparation de son appareil en râpant 3 oranges pour leur zeste, non traité bien sûr. Et c'est très important de faire des zestes fins parce que pour la dégustation, si on a des trop gros morceaux en bouche, ça n'est pas très agréable. Elle les presse ensuite pour obtenir 250 ml de jus. Donc là, on a suffisamment de jus que je vais pouvoir incorporer maintenant au zeste. Puis elle y intègre 3 jaunes d'œufs, 25 ml de liqueur à l'orange, 40 g de sucre et de la maïzena. Elle laisse ensuite reposer 5 minutes pour que la préparation gonfle un peu. Étape suivante, la cuisson qui se passe en 2 temps. Anne enfourne son appareil une première fois à 600 watts pour seulement 3 minutes 30. 600 watts, 3 minutes 30.
On divise à peu près par 4 le temps de cuisson. Et quand on fait par exemple de la cuisson micro-ondes à la vapeur, le rendu est vraiment très très moelleux. Alors je mélange pour que la préparation soit bien homogène avant de lancer la deuxième partie de la cuisson au micro-ondes. C'est parti pour une deuxième fournée à même puissance et même durée. Rien à voir avec la cuisson conventionnelle de la recette. Il est vrai qu'Anne n'a pas utilisé une once de beurre. J'ouvre le couvercle. Ça va éviter que la vapeur d'eau s'incorpore à la préparation. Maintenant, je vais laisser reposer 5 minutes et pendant ce temps-là, je vais monter les blancs en neige. Bien équipée, Anne utilise un batteur manuel, écologique. Elle verse de nouveau 40 g de sucre et finit de monter ses blancs bien fermes. Alors, pour être sûr qu'ils soient bien montés, un petit geste, on retourne et c'est bon. L'appareil et les blancs peuvent être amalgamés. Il faut faire ça délicatement. Et on va passer à la dernière étape de cuisson. Cette fois-ci sans couvercle, c'est parce qu'il ne faut surtout pas que ça recuise maintenant au stade de cette préparation. Alors maintenant, je vais incorporer dans mes verrines. Le soufflé a gonflé comme elle le souhaitait et Anne le casse pour le répartir dans les ramequins. Prochaine étape et dernière étape, on rajoute quelques morceaux de pain d'épices, juste pour le côté décoratif des verrines. Et ensuite, c'est prêt à déguster. Merci Anne pour cette recette atypique et très gourmande. Alors le micro-ondes, on a vu, ça fonctionne, ça marche. Ça marche très bien parce qu'en fait, un micro-ondes, le principe, c'est ça envoie des ondes qui vont exciter les molécules d'eau. Ça va les faire tourner très très vite sur elles-mêmes et donc ça va dégager de la chaleur. Et donc les bulles de vapeur vont se former d'abord dans le centre et vont faire quand même souffler. Et ça va te faire coaguler ton blanc d'œuf. Oui, alors moi j'ai toujours un petit bémol là-dessus. Je trouve que la cuisson micro-ondes m'apporte moins de plaisir gustatif. Alors est-ce que c'est dans ma tête ? Ce qui est fort possible. Souvent, ça va faire un Tout à excès. l'heure, on va recevoir Gérard Ridou, qui est donc le roi du soufflé. En tout cas, dans la capitale française, à Paris. Et peut-être que lui va en avoir une quatrième technique, va savoir. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne nous la donnera pas. Donc, comme Et ça, il a raison, parce que c'est son patrimoine personnel. Absolument. Et quand on veut manger un bon soufflé, on va chez lui. Hein. Bon, les garçons, je crois qu'on n'est pas loin du compte avec notre soufflé. Regarde. Magnifique, Il est beau, hein. magnifique. Ouais, Ça sent bon en plus. On va même couper le four. Et on va aller ouvrir à nos copains. De risque maximum. Hello, bonjour, bonjour, bienvenue. Des copains avisés car Marie Quatrhomme est une fromagère raffineur de renom, primée d'ailleurs, meilleur ouvrier de France promotion 2000. Gérard Ridou, lui, est chef cuisinier d'une belle table, le Récamier, où les soufflés salés sucrés, renouvelés au fil des saisons, sont les grandes vedettes de sa carte. Gérard est tout simplement considéré comme le grand spécialiste du soufflé. Et avoir Marie pour goûter un soufflé au fromage et Gérard pour goûter un soufflé tout court... Là, la grosse pression, parce que là, on a quand même l'empereur du soufflé et champion du monde du soufflé. Il n'y a pas beaucoup, et encore, il y a des petits chefs dans le Ménézum, mais c'est pas vraiment des régions de Oh là. Super. Un vrai soufflé des familles. Qu'est-ce qu'il est beau. Là, c'est traditionnel, en fait. Hein. On a mis quasiment autant de blanc que de jaune. Un bon fromage, on espère. Pas trop affiné, j'ai suivi les conseils de Thierry, parce qu'effectivement, il y a un moment où... ça pique un peu trop. Les côtés trop forts, la chaleur exhale le goût. Il vaut mieux mettre des fromages un peu plus jeunes. Mais vous l'avez compris, un soufflé, ça n'attend pas. Je le sers donc rapidement. Il ne faudrait pas qu'il retombe. Alors évidemment, c'est moins esthétique qu'un soufflé individuel. Mais moi, je vais vous dire, ce que j'aime bien, c'est qu'on a cette partie un tout petit peu liquide. Voilà. Et ça, c'est pas mal dans l'omelette. Qu'on a moins dans un soufflé individuel. Comme dans l'omelette, absolument. Dans l'omelette, ou quand une omelette est trop prise. Elle aime bien aussi le côté omelette. Je vais lui mettre un peu de coulant, comme on dit chez nous. On peut faire aussi des soufflés hors des moules beurrés. Hein. Dans les oursins, ça monte très bien. Ah, c'est joli ça comme idée. Une fois, j'étais aux Seychelles pour l'ambassadeur. J'ai fait des soufflés dans la coque des fruits La Passion.
Les soufflés de Gérard sont de véritables œuvres d'art gustatives. Le nôtre est bien plus classique, mais plutôt réussi, en tout cas visuellement. J'attends le verdict de mes invités avec impatience. Fabuleux. Il est très agréable parce qu'il est très parfumé tout en étant léger. Ouais. Donc c'est propre à souffler, enfin à mon sens. On s'est rendu compte que c'était une alchimie très délicate entre la texture, le goût, le fait qu'il soit gonflé mais pas trop non plus, parfumé mais pas trop non plus. Nous avons mélangé un comté avec un petit peu de brebis, un brebis des Pyrénées, parce que d'habitude je mets un peu de parmesan pour doper le tout, pour apporter une ponctuation comme ça, mais je trouve que là avec le brebis c'est parfait. Mais ce qui est drôle, c'est que le goût du brebis on le retrouve pas du tout là. Non, parce qu'il est pas majoritaire. Mais c'est très bien, mais c'est parfait. Mais je pense qu'il y a une touche différente, on ne sait pas trop repérer et c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme fromage, outre le traditionnel, gruyère, comté, beaufort, etc. Tout. Alors les plus délicats en soufflé, c'est les roquefort et le bleu. Hein. Une belle idée et un gros défi pour un prochain soufflé au fromage. Et toi, Marie, tu fais des soufflés à la maison? J'en fais assez peu, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de risque à faire ce type de recette. Et qu'on est très anxieux de savoir si on ne va pas louper le moment, la seconde où le soufflé est prêt à être servi et si les invités sont prêts à passer à table quand le soufflé est prêt. Donc c'est vrai que c'est une recette assez compliquée à faire. C'est une recette un peu anxiogène. Oui, c'est exactement, c'est tout à fait ça. On vous a donné quelques astuces, quelques trucs qui permettent quand même de ne pas prendre trop de risques. Ouf, j'ai passé avec succès l'examen du soufflé au fromage. Nous passons maintenant à la version sucrée et chocolatée pour le dessert. Ah voilà, moi j'aime bien, voilà, le milieu, voilà. Au milieu, ça ne doit pas être cuit. Voilà. J'aime bien le côté croûte, c'est bon, qu'on ouvre comme ça. La surprise à l'intérieur. La surprise à l'intérieur. Ce côté croustillant, effectivement. C'est fabuleux ça. Gérard, une question. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du soufflé votre spécialité? Ah, 2 raisons. Dans la famille, en sortant de la messe, le dimanche midi, la cuisinière nous faisait un soufflé. Ça, c'était la première. Et dans toutes les maisons de 2 étoiles, 3 étoiles, Michelin avait un soufflé dans chaque carte. Pour avoir une étoile, il fallait un soufflé sur la carte, c'est ça? Je crois que c'était la capacité à mesurer la compétence voilà, à une époque, je pense. Donc vous vous êtes dit, moi, je vais cumuler les difficultés, je ne vais faire que du soufflé. Donc je vais avoir 28 étoiles. C'est tellement beau. Et bon, c'est beau, c'est merveilleux. C'était beau, la panique, etc. C'était un peu fou, c'était panique. C'est un peu anxiogène en plus, c'est drôle, on s'appelle le soufflet. Eh bien, j'espère que désormais, grâce à nos recettes, tout en complicité, vous aurez deviné quelques-uns des secrets, des soufflets, et que d'un tour de fouet, d'un coup de poignet, vous allez réussir désormais tous vos dîners. Allez, salut, à la prochaine. Pour la rime, c'est fait. Et puis, pour les recettes, on les retrouve sur le site de France 3 et le site des Carnets de Julie. Salut!